L'hebdo des éditorialistes, un plateau réservé exclusivement aux hommes des médias qui commentent l'actualité. Ils sont au rendez-vous. Je commence par Gabin Goubilly. Bonjour Gabin. Bonjour Théodule Moussa et bonjour aux amis qui nous suivent. Très bien, merci d'être là, merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous avons ici ce matin Donald Arrossi. Bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers amis téléspectateurs. Oui, Donald Sedansou Arrossi, merci de répondre à notre invitation. Vous êtes le directeur de publication du magazine Béné Toro. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Très bien. Et puis, le troisième, Prudence Sakondé. Bonjour, Prudence. Bonjour Théodule, bonjour aux confrères, bonjour aux amis téléspectateurs. Très bien. Prudence Sakondé, journaliste au magazine La Belle Science. C'est avec vous donc que nous allons commenter l'actualité pour les 52 minutes. Et nous commençons par Gabriel Goubilly, l'actualité qui vous a marqué cette semaine. Oui, c'est bien entendu cette décision prise en Conseil des ministres. Le gouvernement qui a décidé de réguler un peu les prix des produits de grande consommation, les produits de première nécessité. Et je pense que c'est un sujet important et j'ai estimé qu'on pourrait utilement en parler au cours de l'émission. Très bien, mais oui, allez-y. Alors, pourquoi l'avoir choisi et quelles sont les implications selon vous de ces différentes mesures prises par le gouvernement? Voilà, j'ai choisi le sujet parce que justement, elle est venue à propos. Elle est venue comme marée en carême, comme on le dit souvent. Et beaucoup attendaient à ce que justement le gouvernement vienne au secours des consommateurs qui ne savaient plus justement à quel sein se vouer parce que tout est devenu subitement cher. On ignore les raisons pour lesquelles il y a eu cette flambée-là. Tout le monde sait, même si on sait que c'est la situation de la Covid-19 en est pour beaucoup dans cette situation. Beaucoup se disent également, est-ce que les dernières mesures prises avec le vote du nouveau code des impôts n'en est pas pour quelque chose. Et donc justement, c'était devenu un peu trop lourd à porter. Tout était devenu cher, que ce soit le sucre, le gari, le maïs, beaucoup de produits quand même qu'on consomme, même le pain a failli. Oui. Vous avez voulu, le pain a failli prendre du prix. Et bien, donc c'était vraiment devenu insupportable. Vous avez suivi les confédérations centrales syndicales ont même tiré la sonnette d'alarme par rapport à cette situation-là. Donc il était de bon ton qu'un gouvernement responsable le gouvernement prenne ses responsabilités. Et j'ai trouvé que c'est une très bonne chose que déjà le gouvernement ait entendu un peu le cri de cœur des populations et aucun gouvernement ne saurait rester justement insensible à cette situation-là. Donc moi je trouve que c'est une très bonne mesure. Une bonne mesure, d'autant plus qu'elle va sensiblement conduire à amoindrir les charges du citoyen lambda, du consommateur que nous sommes. Il y a également que, c'est vrai, beaucoup craignent que la mesure ne soit pas suivie d'effet, justement parce qu'il y aurait un mécanisme pour tricher. Et c'est heureux, justement, que le ministère du Commerce ait entrepris de faire des tournées au niveau des contrôles, au niveau de certaines boutiques, de certains commerçants, pour voir si effectivement la mesure est mise en œuvre. Et je pense que d'ici à là, ce serait quand même progressif, parce que les gens ont certainement un stock qu'ils ont encore et qu'il faudra écouler. Donc d'ici à là, je pense que tout va rentrer dans l'ordre et que chacun saura véritablement à quoi s'en tenir. Mais il faut comprendre aussi que les consommateurs, les commerçants ont joué sur un peu l'ignorance ou bien l'indisponibilité de certains produits pour spéculer. Si vous prenez par exemple le ciment, en réalité, rien ne justifie la hausse du prix de la tonne de ciment, par exemple. Et nous, on a fait des investigations au niveau des sociétés qui ont l'agrément, qui produisent le ciment, mais le prix de l'usine n'a jamais changé, tout au moins depuis plusieurs mois. Donc on ne comprend pas ce qui justifie a priori le fait que les gens aient décidé unilatéralement presque d'augmenter les prix, de jouer sur la spéculation. On a senti que ça ne s'explique pas. Donc le gouvernement a interpellé également à aller dans ce secteur-là et exiger de ces
de ces commerçants véreux, si je peux m'exprimer ainsi, de produire des reçus pour pouvoir pour qu'on sache véritablement où est-ce qu'il faut situer les responsabilités. Très bien. Merci. Donald Sedansou aussi, voilà. Votre avis sur la question, sur ce sujet, quelle compréhension avez-vous et quels sont vos commentaires et analyses? Je remercie d'abord le confrère qui a fait quand même des analyses très pertinentes. Il faut dire que cette situation, on l'a remarqué, il y a un passé par la montée des prix de plusieurs produits de première nécessité. Et il y a l'impact dû à la pandémie du coronavirus qui a fait que les matières premières ont pris du prix. Donc, quand ça rentre dans la chaîne de production, ça veut dire que le coût de production va se lever, donc le coût de revient forcément va se lever. Et nous sommes aussi dans un contexte où d'aucuns parleraient de morosité économique qui s'est beaucoup plus fait constater par le fait que quand vous analysez plus ou moins les rapports, vous constatez que le revenu des citoyens, quand même la moyenne n'a pas augmenté, c'est resté plus ou moins statique. Et dans d'autres mesures, ça s'est détérioré. Alors, quand on est dans un contexte comme ça, et on assiste aussi à ce qu'on peut appeler la crise géopolitique, qui actuellement, nous avons la Russie et l'Ukraine qui sont en guerre, alors que, par exemple, quand vous prenez par exemple la Russie, c'est un grand pays. Quand nous parlons du blé, c'est un grand fournisseur de blé. Et nous savons que le blé intervient dans la chaîne de production de plusieurs produits de première nécessité, comme les pâtes alimentaires, le pain et plein d'autres choses. Il y a aussi l'aspect de la politique fiscale et douanière qui peut aussi plus ou moins impacter le prix de certains produits. Je prends par exemple le cas du riz importé. Par exemple, le riz importé était exonéré de la TVA, mais avec le nouveau code des impôts, le riz importé est désormais taxé. Et donc, il y a la TVA qui est appliquée. C'est vrai que le gouvernement a pris des mesures pour pouvoir atténuer plus ou moins ces choses. Vous prenez l'eau minérale et certains d'autres produits qui, à partir de cette année, ne bénéficient plus de la politique d'exonération du gouvernement. Donc, quand on prend l'un dans l'autre, c'est normal que les citoyens constatent vraiment qu'il y a plusieurs produits qui ont galopé par rapport à leurs prix. Et la plupart de tout ce que nous consommons, quand même, la majorité vient de l'extérieur. Nous ne produisons pas grand-chose. Faites un tour au marché d'Antokwa, vous allez constater avec amertume que quand même, à part les vivres que nous produisons, la plupart des produits, nous ne les produisons pas. La majorité est importée. Donc, des fois, la majorité, ça ne dépend pas plus ou moins de nous-mêmes, mais ça dépend aussi des pays qui les produisent et nous subissons aussi le sort. Donc, je pense que ces mesures sont de nature quand même à atténuer un peu l'impact sur le quotidien des citoyens, sur le quotidien des ménages, surtout quand on parle de la politique et sur la mesure prise par rapport au riz importé, par rapport à l'huile et plein d'autres produits. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du ciment. Et même si le coût de revient au niveau de l'usine n'a pas augmenté, mais il y a d'autres facteurs. Il y a le transport, par exemple. Il y a le carburant qui a pris, dont le prix a monté. Donc tout ça là peut rentrer dans la chaîne et quand on calcule le coût de revient, pour le revendeur, il ne pourra pas plus faire le même bénéfice. Donc, du coup, il a besoin de réajuster plus ou moins le prix. Donc, ce sont des hypothèses qu'on peut émettre pour voir plus ou moins les éléments quand même qui justifient aujourd'hui la montée du prix de certains produits de première nécessité. Très bien. Mais aujourd'hui, René Sakonde, je vous laisse faire votre commentaire le premier tour, avant qu'on ne revienne peut-être plus en détail pour voir la faisabilité et la mise en application de toutes ces mesures sur le terrain, ce qu'on constate, ce qu'il faille faire et à quoi devons-nous attendre peut-être dans 15 jours, puisque les mesures prises par le gouvernement sont pour le moment 3 mois. D'autres décisions vont suivre après, a dit le secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement. Ah oui, je voudrais d'abord remercier le confrère pour ce sujet-là. Je me fais miennes les analyses qui ont été faites par rapport
à la justesse de la décision prise par le gouvernement de vouloir réguler les prix pour permettre aux citoyens d'avoir accès à ces produits de première nécessité. Cependant, j'ai l'impression qu'on traite le mal par les mots. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple, je vais à l'hôpital, je dis que j'ai les maux de tête. On me donne des calmants pour les maux de tête. Mais en réalité, les maux de tête ne sont pas la maladie. Les maux de tête sont des symptômes d'une maladie. Actuellement, nous avons un problème que nous avons connu par le passé. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, on avait connu des difficultés par rapport au maïs. On a même interdit à certains commerçants d'exporter leurs produits, les produits qu'ils ont achetés ou des produits qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, en fait, qu'ils ont produit, des vivres, des denrées qui ont été produits par eux-mêmes. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est bien d'avoir pris cette décision-là, qui est, à mon avis, pour calmer la situation qui partait plus ou moins en vrille. Mais il est important de chercher les causes réelles. Et pour moi, l'une des causes réelles, c'est que nous avons une production faible de ce que nous devons consommer. Et tant que nous n'arrivons pas à corriger cette situation, nous aurons toujours, ce problème va toujours revenir. Parce que tant qu'une petite situation va créer la rupture par rapport à l'approvisionnement qui nous vient de l'extérieur, nous allons connaître ces difficultés et les gens vont profiter pour spéculer. Maintenant, dans le même temps, il faut aussi, quand on dit que les gens profitent pour spéculer, il faut aussi se demander si, entre-temps, et comme le disait Donald, entre-temps, est-ce que des situations ne les obligent pas eux-mêmes à revoir les coûts de ce qu'ils vendent? Parce que si, entre-temps, je prenais de l'essence pour 400 francs, pour me déplacer, pour faire, en fait, je prends le litre à 400 francs et que désormais je dois prendre le litre à 600, le coût de mon déplacement a augmenté et donc ça va agir sur le prix de revient de mon article et donc le prix auquel je vais le vendre. Le gouvernement, en prenant cette décision, pour moi, devrait aussi tenir compte de ce facteur-là. Quelle est la mesure qu'on prend maintenant pour accompagner ces vendeurs-là, qui peut-être vivent aussi des difficultés aussi bien que tous les citoyens, parce que ceux qui vendent en réalité ne sont pas des Burkinabés, des Togolais. Ce sont des Béninois qui nous vendent le ciment. Ce sont des Béninois qui nous vendent le riz. Ce sont des Béninois qui nous vendent l'huile. Ce sont des Béninois qui nous vendent en fait le blé que nous avons ici. Donc, il faut aussi trouver non seulement des mesures pour accompagner la population, de façon générale ceux qui achètent, mais il faut trouver surtout aussi des mesures pour accompagner ceux qui vendent. Au regard de tout ceci, mais la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir, parce qu'on a des difficultés sur le terrain aujourd'hui. C'est vrai que c'est mercredi dernier, il y a quelques jours seulement, que la décision, sinon les décisions étaient prises. Les gens s'attendaient peut-être qu'au lendemain déjà, qu'on constate l'effectivité, la réduction, les prix fixés déjà dans les boutiques, dans les dépôts de ciment. Toujours est-il que les prix sont restés tels et ça grogne toujours au sein de la population ghanéenne. Oui, je l'ai expliqué tantôt. Il ne faudrait pas s'attendre à ce que ce soit immédiat. C'est vrai que l'augmentation du coût de certains produits ne s'explique pas du tout. Parce que les gens ont certainement dû jouer sur la spéculation. D'aucuns même avancent que pour... enfin, on évoque des causes exogènes pour justifier la flambée des prix. Et le Béninois fait toujours dans la spéculation quand on remarque qu'il y a la rareté du produit sur le terrain. Donc je pense que... Non mais ce n'est pas un problème propre au Béninois, c'est partout, la spéculation c'est partout. Et maintenant, quand un vendeur constate qu'il y a une opportunité en fait pour faire plus de profit, le vendeur n'a jamais hésité à le faire. Parce qu'après, le vendeur aussi peut faire face à d'autres, à des difficultés mais avec lesquels il n'arrive pas à augmenter le prix exagéré. Mais là, quelque part, il y a de la malhonnêteté. Parce que non seulement, pour le ciment, par exemple, là, vous détruisez l'image de la société auprès de qui vous importez. Et de deux, c'est que le consommateur, au final, se dit,
tout le monde croit que c'est les taxes, ça dit que c'est le nouveau code des impôts qui a peut-être agi là, et puis on fait une mauvaise lecture de la situation. Donc quelque part, la bonne information ne parvient pas forcément au consommateur final et chacun se lance dans ses analyses. Maintenant, pour ce qui est de l'application de ces mesures-là, je pense que le gouvernement a déjà commencé en lançant des équipes de contrôle sur le terrain. Je pense que ces équipes-là vont faire véritablement leur travail pour aller détecter ces commerçants qui essayent d'augmenter les prix n'importe comment. La mesure d'accompagnement, un peu pour répondre à Prudence tout à l'heure, la mesure d'accompagnement qu'il faudrait saluer, c'est d'abord le souci d'exonérer, les exonérations fiscales. Et ça a été évalué à 80 milliards. C'est vrai qu'on peut te dire a priori, c'est de la communication. Qu'est-ce qui justifie ça? Mais l'État a ses critères pour apprécier, a ses moyens et ces manières d'aviser ou les indices pour évaluer. Les indices pour évaluer, voilà. Est-ce que ça va, le manque à gagner en réalité que l'État, ce que ces mesures-là vont coûter à l'État pour la période de référence. Donc je pense que c'est déjà important qu'on ait décidé d'exonérer dans soit peu ces produits-là. Le riz par exemple, le blé, on parle de l'huile, c'est des produits dont nous avons besoin presque tous les jours. Et je pense que c'est déjà un effort, même si tout n'est pas fait, encore que ce n'est pas la première mesure. On avait encourager la production locale. Mais jusque-là, je pense qu'il y a des mesures de soutien où on a diminué le prix de l'engrais. Le gouvernement a mis quand même une cagnotte au profit de ceux-là qui vont s'investir dans ce secteur. Mais nous avons une population qui n'est pas totalement convaincue de ce que la production locale va réduire certains nombre de choses. Encore que si on le fait, comme on trouve des opportunités de vente ailleurs, beaucoup veulent le faire. Beaucoup veulent importer leurs produits pour pouvoir gagner du profit. Donc je pense qu'il y a quand même ces mesures-là qu'il faut encourager. Cette politique du gouvernement d'alléger et de renflouer un peu le pouvoir d'achat du consommateur, je pense que c'est des mesures qu'il faudra saluer. Oui, Donald. Oui, je pense que ce sont des mesures temporaires et palliatives, mais comme le président l'a dit, il faut aller au-delà de ça parce que c'est juste sur 3 mois. Et après les 3 mois, on va évaluer pour voir si éventuellement il faut prolonger ou il faut revenir à la situation normale. Mais pendant ce temps, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un contexte où quand même le revenu du citoyen n'augmente pas au fur et à mesure que le temps passe. Et les ménages subissent le coût, l'impact. Ça veut dire que nous devons forcément prendre d'autres mesures plus corsées pour atténuer la situation. Parce qu'en économie, il y a une réalité. C'est que quand la demande dépasse l'offre, ça veut dire que le prix augmente, il n'a rien à faire. Mais quand la demande s'égale à l'offre ou l'offre dépasse la demande, ça veut dire que le citoyen peut respirer. Parce que là, les offreurs sont obligés de se challenger pour proposer un prix concurrentiel. C'est la même chose quand nous prenons par exemple l'huile d'arachide ou l'huile fabriquée à base de coton. Nous produisons l'arachide au pays, nous produisons le coton au pays. Mais pourquoi le prix est passé en un temps record de 800 francs au-delà de 1000 francs? Il faut se poser des questions, alors que c'est nous-mêmes qui produisons les matières premières. Ça veut dire qu'à un moment donné, les matières premières se sont raréfiées. C'est-à-dire que la production au plan local n'a pas suivi la demande, n'a pas suivi certainement la croissance démographique. C'est un peu ça. Donc, du coup, l'exemple de Gary aussi, qui ne cesse d'augmenter à une allure très galopante, alors que ce sont vraiment des produits de première nécessité. Le manioc intervient dans la production de Gary, mais dans la production aussi du pain. Beaucoup le savent. Donc, il faudrait maintenant que le gouvernement aille au-delà de ces mesures palliatives pour penser d'autres mesures en termes de politique de gouvernance, notamment dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine de l'industrie. Parce que ce qui compte aujourd'hui est qu'il faudrait que dans ces domaines où la matière première se raréfie, il faudrait qu'on puisse accroître véritablement la production. Et les mesures, c'est quoi? Nous importons par exemple les engrais, on a dit qu'on a essayé de réduire le coût des engrais, quand même tous les entrants qui entrent dans la chaîne de production. Le mieux, c'est d'implanter des usines sur place. Ça, il faut aller vers ça.
Parce que quand vous produisez vous-même, ça revient toujours moins cher. Parce que quand on produit à l'extérieur, il y a le coût du transport, il y a tout ce qui entre dans la chaîne. Donc je pense que c'est des mesures qu'on peut penser plus loin. Amener les investisseurs à nous produire les intrants sur place. Nous avons quand même des opérateurs économiques, même le chef de l'État, qui pensent à ces réalités. Vous voyez, il faut... Non, je ne parle pas de sa personne, mais je sais que c'est un monsieur qui est visionnaire, qui maîtrise mieux ces trucs. Donc, il sait qui peut toucher pour leur proposer des trucs. Venez produire chez moi. Et nous avons des jeunes. Parce que quand on produit sur place, non seulement le coût de revient du produit est moins cher, nous produisons de l'emploi et nous produisons aussi des ressources en matière fiscale pour l'État aussi. Donc, je pense qu'il faut penser réellement à ces produits de première nécessité, à la chaîne de production et prendre des mesures qui vont au-delà de ces mesures temporaires. Très bien, oui, Je pense que le gouvernement n'a jamais caché son ambition d'impulser ou bien de promouvoir la production locale. Vous savez, il y a beaucoup de projets aujourd'hui, beaucoup de facilités quand même qui sont offertes aux producteurs locaux sur beaucoup de plans. Moi, j'ai vu, on a mis au FNDA, par exemple, le Fonds national de l'agriculture, on a mis 100 milliards, par exemple, là, pour des subventions à ceux qui veulent bien se lancer dans la production agricole. C'est déjà important. Vous voyez le projet, la construction de la cité, la GDIZ, qui est en construction à Glo. Moi, toutes les fois, je suis allé là-bas, mais j'ai salué cette vision-là. Et il y a beaucoup d'investisseurs déjà qui s'annoncent sur ce projet-là. Et ce projet-là, c'est de construire, par exemple, un hub industriel et économique qui permettra de transformer à l'interne tout ce que nous produisons au pays. C'est déjà important. Le coton, par exemple, que nous avons l'habitude d'exporter, peut-être même la matière brute, sera transformée. Là, il y a des usines textiles qui se sont déjà annoncées pour favoriser cela, et c'est des milliers d'emplois qui sont créés en dessous. Donc, c'est des ambitions qu'il faudra saluer pour dire un peu que le gouvernement est pleinement conscient de cette vision-là. Le chef de l'État est d'abord un modèle en matière de réussite en entrepreneuriat, et il a tout le temps encouragé ça. C'est vrai que beaucoup disent qu'il ne fait pas forcément la part belle aux travailleurs, parce que lui, il s'est toujours dit que ce qui va permettre à ce que beaucoup réussissent dans la vie, c'est d'entreprendre soi-même. Tout le monde ne peut pas le faire, mais déjà, il faut saluer tout ce qui se fait pour faire venir les investisseurs afin qu'ils implantent des usines au Bénin pour favoriser la production de nos matières premières. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent interagir en nous envoyant des messages par rapport au sujet abordé, réagir en envoyant donc le message WhatsApp au numéro affiché à l'écran, le 54 10 18 19, et nous allons partager avec nos invités leur point de vue. Une dernière question que nous allons poser pour aborder d'autres sujets, mais aujourd'hui, les mesures prises, les populations veulent véritablement ressentir ça, c'est-à-dire sentir ces mesures peut-être dans les prochains jours. Selon vous, Président Sarkozy, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit véritablement... C'est vrai, vous avez parlé de la production. Oui, c'est une solution, mais déjà par rapport à ce qui est fait, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, les mesures, les mécanismes qu'on peut mettre ensemble sur place pour que les Béninois puissent ressentir ces mesures-là déjà? On ne va pas réinventer la roue, pas du tout. Quand on prend des décisions, pour que ces décisions fassent effet, c'est qu'il faut les faire appliquer. Et comme le disait Gavin tout à l'heure, le gouvernement fait bien d'annoncer des missions de contrôle pour pouvoir voir si ces prix sont réellement exécutés dans nos différents marchés, dans les différentes boutiques, dans les différents points de vente. Mais il faut, que Donald le rappelait tout à l'heure, il faut aussi prendre conscience d'une chose, avant même que ces prix, en fait, la hausse des prix dont on parle ne vienne, c'est que pas d'achat des populations. Et donc, en régulant les prix actuellement, on ne fait que lui permettre en fait de vivre dans les conditions plus ou moins difficiles. Et ça aurait été mieux, par exemple, si on l'aidait, comme le gouvernement l'a promis au début de l'année, si on les aidait en rehaussant leur pouvoir d'achat.
Si avec les mesures prises actuellement, on rehausse le pouvoir d'achat des populations, en fait, des différents fonctionnaires et des différents travailleurs, ça va être plus soulageant. Mais dans tous les cas de figure, il n'y a pas de développement sans autosuffisance alimentaire. Et quelles que soient les mesures qu'on prendrait actuellement, quels que soient les contrôles qui vont se faire, tant que nous n'arriverons pas à ce niveau, tant que nous n'arriverons pas à produire suffisamment de riz que nous devons consommer, ou plus que nous devons consommer, de gari, plus qu'il nous en faut, d'huile, plus qu'il nous en faut, nous allons toujours connaître ces situations-là. Donc, un appel aussi à la population, c'est de s'investir à la production, parce que le gouvernement ne va pas produire de l'huile partout. Le gouvernement va mettre en place des mesures incitatives. Maintenant, c'est au privé, c'est à chacun de participer à cette production-là, de participer à l'atteinte de cet objectif par rapport à l'autosuffisance alimentaire. Et ce serait au bonheur de tout le monde. Très bien, oui, Donald. Oui, je pense qu'au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, il y a quand même les cellules, les départements qui s'investissent dans l'application et dans la veille de ces mesures, dans le maintien des prix. Donc, je pense qu'il faut renforcer ces équipes et mettre vraiment le système en œuvre pour que les gens tiennent rigueur réellement à ce qui concerne l'application de ces mesures et le maintien des prix. De toutes les façons, pour les produits qui sont produits au plan local, c'est plus facile, mais les produits qui sont importés, vous voyez, il a toujours l'instinct capitaliste, parce que si à un moment donné, j'ai importé le riz et j'ai subi et on a tassé le riz, c'est que je calcule le coût de revient et c'est en fonction de ça que je vends. Mais si le gouvernement dit, bon, il faut réduire le prix, quand le commerçant analyse, il voit que ça ne l'avantage pas, là on devient un peu dur d'oreille. Donc, il va laisser carrément et ça, là je rejoins Gabin qui dit qu'il faudrait qu'un certain nombre de produits s'écoulent sur le marché. Donc, le mesure prend effet progressivement, au fait. Alors qu'on a donné qu'un laps de temps de 3 mois, c'est là où ça pose aussi problème. Ça pose vraiment problème. Et il faut vraiment d'autres mesures très incitatives pour encourager. Et c'est ça, l'autosuffisance alimentaire. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cela. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à cela. Non, juste demander au gouvernement de renforcer les contrôles. Je ne sais pas si les équipes qui sont déployées là... Déployer suffisamment d'équipes sur le terrain. Il faut vraiment faire la veille. Il faut vraiment la veille, parce que déjà, ce n'est pas facile pour le Béninois de s'assurer 3 repas par jour. Donc, il faudrait vraiment qu'on sente immédiatement les effets de cette décision-là pour la crédibilité aussi du gouvernement qui a décidé que le mandat en cours soit hautement social. Très bien. Merci à vous. Nous allons évoluer et aborder avec vous, Prudence Akondé, votre sujet par rapport à l'évasion de l'ancien maire Georges Bada. Oui, en fait, il m'a plu qu'on discute de ce sujet-là qui fait l'actualité actuellement, parce que c'est un peu, en fait, ça fait beaucoup de polémiques, mais ça laisse beaucoup d'interrogations aussi. Voilà un homme politique à qui la justice reproche des choses, qui a été condamné, qui est malade, mais on dit qu'il a des difficultés même à se déplacer. Mais qui va à l'hôpital et qui disparaît dans la nature, alors qu'il a des gardes, alors qu'il en fait devrait être beaucoup plus suivi dans le milieu, en fait, dans ce milieu qui est hors milieu carcéral, il devrait être plus suivi. Et jusque là, je n'ai pas encore entendu, en fait, je n'ai pas encore su le récit de son évasion. Comment cela a été possible? C'est vrai que nous avons lu je dirais le récit imaginaire de Aboubakar Takou, qui a essayé de retracer un peu comment, en fait, un prisonnier comme ça pouvait s'évader. Mais cela, pour moi, c'est quand même impressionnant. Au-delà de ce que ce n'est pas en règle, en fait, vis-à-vis de la justice, c'est quand même impressionnant qu'un malade
de ce type-là, parce que j'insiste sur ça, on dit qu'il avait des difficultés à se déplacer, et qui a un gilet au dos qui montre que, bon, en fait, il est un prisonnier, puisse disparaître comme, en fait, du sucre dans l'eau dans cet hôpital-là qui a des entrées. Et ce n'est pas quelqu'un que les Béninois ignorent. Ce n'est pas comme moi, ce n'est pas comme Gabin ou je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est facilement, en fait, qui peut être reconnu par beaucoup de personnes. Parce que, bon, en fait, il faut dire que l'affaire a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et d'abord, la justice s'en est saisie, on a fait déjà du chemin. Maintenant, moi, je ne voudrais pas, en fait, aller dans le même sens, en croire en ce qui a été dit, qu'il va se soigner, revenir. Mais j'ai quand même une question. Si quelqu'un est malade, on dit qu'on n'a pas le plateau technique, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas pu être évacué hors du pays plus tôt? C'est comme, pour moi, c'est un instinct de survie aussi. C'est par instinct de survie ce qui s'est passé. En fait, il s'est dit, bon, si en fait, c'est comme l'estropié qui escalade le mur parce qu'il y a incendie. Si je ne fais pas ça, c'est que, bon, la mort me rattrape. Et maintenant, comment cela a pu se produire? Comment on a laissé cela se produire? Est-ce que s'il n'était pas parti, est-ce qu'on serait encore en train de parler de lui au présent ou on serait déjà en train de parler de lui au passé? Très bien. Pour moi, ce sont des questions. C'est vrai, dans la semaine, on a attrapé, en fait, on a incarcéré encore les policiers qui étaient à sa surveillance, sa sœur, je pense. Est-ce que... Et d'autres personnes sont je pense que ce sont des présumés, sachant des mobiles ou des moments de son évasion, parce que c'est eux qui étaient censés être avec lui. Mais est-ce que c'est réellement, en fait, est-ce qu'ils sont réellement les auteurs? Maintenant, une dernière chose, si vous me le permettez, nous sommes au Bénin. Est-ce que ça a été fait physiquement ou ça a été fait spirituellement, cette évasion-là? Bon, ça reste encore une interrogation. De toute façon, la justice, c'est pour pouvoir nous élucider tout ceci. Clair que certainement, la justice s'en est saisie et fait déjà le travail. Donald Arossi, votre commentaire sur le sujet? Oui, c'est un sujet assez sensible, surtout que ce n'est pas un prisonnier lambda qui s'est évadé, mais c'est un ancien grande personnalité, une grande ancienne personnalité de la République. Il fut député, il a été maire de l'une des plus grandes communes du pays. Donc d'abord, le prisonnier qu'il est mérite quand même qu'on veille sur lui, qu'on le sécurise. Et au-delà de ça, pour sa propre protection, vu même son passé, c'est-à-dire que certainement, il n'a pas le même système de sécurité que les autres prisonniers, je suppose. Maintenant, un citoyen, comme tout le monde, il a ses droits en tant que prisonnier pour aller recevoir des soins de santé, encore si sa santé est très fragile et que les soins qu'il doit recevoir, il faudrait qu'il soit transféré à un centre hospitalier de haut niveau, tel que le CNASU. C'est normal qu'il soit transféré là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé que quelqu'un qui se retrouve aux urgences, d'après ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'il serait très fragile. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que cette personne va dans les toilettes, selon l'histoire, sinon le récit imaginaire qu'on nous a raconté jusqu'ici, parce que la police ou l'agence pénitentiaire du Bénin n'est pas encore sorti pour nous présenter réellement et avec exactitude. Et donc, nous ne devons pas nous en tenir au récit. Non, tout ce que nous disons, on émet des hypothèses. On émet des hypothèses pour voir plus ou moins ce qui pourrait se passer. Parce que quand quelqu'un se retrouve dans ce contexte, dans ce cas, avec l'aspect de sa santé, c'est-à-dire qu'il doit être très fragile. Comment il a pu s'évader de l'hôpital et, selon ce qu'on nous dit, s'est retrouvé à l'extérieur du pays, que ce soit au Ghana ou dans l'espace européen,
il ne peut pas le faire aussi seul. Ce sont des hypothèses. C'est-à-dire que certainement, il y a des gens qui sont intervenus sur la chaîne de l'évasion. Donc, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Et le problème au-delà de tout, quelle qu'en soit la finalité, quel qu'en soit le type de récit qu'on va nous servir, ça porte de discrédit sur quand même l'agence pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il a de la fragilité, il a des laisser-aller à des niveaux donnés qu'il faut vraiment veiller à corriger. Parce que ça ne nous honore pas, ça ne nous honore pas du tout, ça ne nous honore pas. Et je pense que, comme beaucoup de citoyens l'exigent aujourd'hui, il faut qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé. On a droit à la vérité et nous l'exigeons en tant que citoyens et surtout en tant que professionnels des médias qui apportons l'information aux autres. Et au-delà de ça, il faut vraiment qu'on corrige le tir, parce que ça ne nous honore pas. Très bien. Oui, Edabé. Oui, je n'ai pas d'autre choix que d'acheter presque entièrement les arguments développés par les co-débatteurs. C'est vrai que cette évasion a donné lieu à un flot de questionnements et d'interrogations, beaucoup contenu de supputés. Mais moi, je pense que, bon, ce que je déplore, par contre, c'est un peu ce que Donald a dit, le silence des autorités. Il faudrait qu'elles viennent quand même nous éclairer par rapport à ça. Ça fait quand même plus d'une semaine déjà que cela s'est produit. On attend que ce soit le procureur de la République, que ce soit la police, le ministère de la Justice, enfin, qu'on vienne quand même nous dire comment cela s'est passé. On a procédé à des arrestations, d'accord, mais il faudrait que véritablement l'opinion soit située pour qu'on laisse cours aux supputations, aux polémiques inutiles. Parce que quelque part, c'est la crédibilité du gouvernement qui se joue. Beaucoup se disent que bon, ça a dû être un coup monté pour bleuir la population, tout ça, ça ne pas bien entendre que notre système, notre dispositif au niveau du système pénitentiaire ait des failles jusqu'à ce point. Et ça craint, ça craint. C'est vrai que le prisonnier, a priori, qui trouve que sa liberté est menacée, qui est condamné à un certain nombre d'années, dès qu'il va découvrir des failles au niveau de sa surveillance, de sa garde, il n'a pas d'autre choix que de prendre la poudre d'escampette et de s'enfuir. Donc là-dessus, je pense que, bon, peut-être Georges Bada a trouvé qu'il y a des failles dedans, mais vous convenez avec moi que ce coup-là ne peut pas être monté seul. Les gens ont dit qu'il est monté à bord. En tout cas, qu'on recoupe toutes les informations qui sont là et qu'on continue de faire confiance à notre justice, qui est déjà sur le dossier. Justement, la justice qui est déjà sur le dossier et qui met ce silence, c'est peut-être le temps de faire des enquêtes pour que l'agence pénitentiaire, le procureur, tout ce monde, et même peut-être le CNH, vous savez que les auditions continuent bien sûr, dans cette affaire. Le temps peut-être de cette enquête, de ces enquêtes, pour que un point final nous soit présenté et que la procédure suive son cours. Vivement. On peut déjà faire un point d'étape, un compte rendu peut-être là où ils en sont dans les enquêtes. Ça permettra de situer l'opinion. Très bien. Oui, là, je pense que nous avons abordé l'aspect juridique de l'affaire, mais il y a aussi un aspect social ou sociologique que moi je voudrais voir. Si quelqu'un a pu aider Georges Bada, ça veut dire que pour la personne, en fait, Georges Bada, c'est une bonne personne et que, bon, en fait, tant que j'ai la possibilité de l'aider, même si, en fait, Georges Bada est en difficulté, je dois l'aider, je dois faire ceci, ça prouve une chose, c'est que nous avons plus confiance en nous, en fait, aux relations qui nous lient, qu'aux relations qui nous lient avec notre pays. C'est-à-dire que notre identité collective par rapport au pays est encore faible. Parce que ça aurait été peut-être dans d'autres pays et Georges Bada tenterait de le faire et même ses proches vont lui dire, mon frère, reviens. En fait, il faudrait que tu purges ta peine. Et nous n'avons pas encore une identité collective. Peut-être qu'il n'a jamais révélé son projet d'évasion. Non, mais il n'y a pas une possibilité qu'il ait pu le faire seul. Surtout s'il a déjà quitté le pays. Parce que, en fait, je me demande... il n'est pas forcément mauvais pour tout le monde non plus. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Si un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'a pas, en fait, ses pièces, mais comment quelqu'un qui n'a pas ses pièces peut quitter le territoire? Non, ça fait partie des questions qu'on se pose.
Maintenant, tous les cas, même si la personne quitte le on laisse territoire les enquêtes, national, en fait, on suppose que la personne a quitté le territoire national sans les pièces parce que nous avons des frontières poreuses. Comment la personne arrive à voyager? Si la personne arrive à voyager, c'est que la personne est arrivée à entrer en possession de ses pièces, nécessairement. Non, je pense que c'est des questions sur lesquelles on Oui, attend, c'est les des enquêtes questions- nous situent. c'est- Bon, puisque les enquêtes sont en cours, bon, j'aurais aimé, avec l'autorisation Oui, bien sûr, c'est ce que je disais tantôt. Qu'on oui, laisse, mais- puisque c'est entre les mains de la justice nous laissons la justice faire son travail. Peut-être d'ici à la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on aura un premier point de presse qui va nous situer sur le développement, la suite. Espérons que la justice nous situe. Espérons aussi surtout que les gens aient davantage confiance en la justice. Parce que ce qui s'est passé, c'est un manque de confiance, c'est l'expression d'un manque de confiance à la justice. Que les gens aient davantage confiance en cette justice-là. Très bien. Nous allons évoluer avec vous, Donald, votre proposition du sujet. Vous avez voulu qu'on sorte du Bénin, qu'on aille au Mali, qu'on s'intéresse à l'UEMOA par rapport à cette levée de la décision prise par l'UEMOA vis-à-vis de... Oui, la Cour de justice de l'UEMOA a décidé de surseoir l'exécution des sanctions prises contre le Mali. Il s'agit quand même d'un sujet assez sensible parce que personne ne souhaite dans nos États aujourd'hui qu'il y ait des coups d'État, que les militaires reviennent au pouvoir. Dans notre cas, au Bénin, à la conférence des forces vives de la nation, on a constaté qu'il faudrait que les civils soient à la gestion de la chose publique et c'est de leur rôle. Les militaires sont là pour la défense et pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Donc, lorsque nous rentrons dans des contextes où les militaires reviennent pour prendre le pouvoir, que ça vient bouleverser tout le système de gestion de la chose publique et donc de gouvernance. Et c'est ce à quoi on a assisté au Mali encore ces dernières années parce que les coups d'État sont devenus très répétitifs dans ce pays, ce que personne ne souhaite d'ailleurs. Mais c'est venu encore récemment et c'est un pays ami, c'est un pays frère à nous. Les Maliens, nous sommes tous comme les Maliens. N'était la colonisation et les découpages, il y a beaucoup d'ethnies qui se retrouvent de part et d'autre dans les pays. Donc, au-delà de ce coup de force de la junte militaire, il y a eu des sanctions d'ordre économique qui ont eu des impacts sociaux qui sont très énormes sur le quotidien des citoyens parce que les premières sanctions, c'est le gel des avoirs d'environ 150 personnalités qui sont proches de la junte. Après, c'est l'interdiction de toute aide financière au Mali. Et quand vous vous retrouvez dans ce contexte, c'est très déplorable pour même le fonctionnement même de l'État, pour payer le salaire des fonctionnaires. Et aussi, les échanges commerciaux ont pris un coup parce que, outre les produits de première nécessité, c'est-à-dire, il ne peut plus avoir des échanges commerciaux entre le Mali et les pays voisins de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et la CEDEAO est allée très loin même en décidant de fermer les frontières avec les pays voisins, alors qu'il s'agit d'un pays enclavé. Du coup, l'impact, c'est que l'inflation a galopé dans le pays, et beaucoup de produits se sont raréfiés, les institutions financières ont eu assez de difficultés. Donc, quand on laisse même le pouvoir étatique, il s'agit quand même d'une sorte de soulagement pour la population d'abord, mais aussi pour la junte en place, une sorte de victoire dans ce bras de fer. Mais le problème est que c'est... Mais parce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement, la conférence a maintenu les sanctions. Oui, au fait, la Cour de justice de l'UEMOA a décidé de suspendre l'exécution des sanctions. Ça veut dire qu'en ce qui concerne le gel des avoirs de l'État, des entreprises publiques et des organismes publics, c'est-à-dire qu'au moins ça, on a suspendu pour le moment. Mais de l'autre côté de la CEDEAO a maintenu ces sanctions parce que, par solidarité, l'UEMOA a décidé de prendre ces sanctions, mais de se rallier aux sanctions de la CEDEAO. Vous voyez? Mais au lendemain de la décision prise par la Cour de justice de l'UEMOA, la CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire. Ils ont analysé la situation. La junte propose
encore deux ans de transition. La CEDEAO dit niet, il faut 12 à 16 mois. Donc, ce n'est qu'à partir du moment où on aura trouvé un terrain d'entente sur le chronogramme qu'on pourra maintenant décider de la levée progressive des sanctions. Et qu'est-ce qu'il faut y comprendre très rapidement, parce que nous ne sommes pris par le temps. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un début de solution. C'est vrai que ce n'est pas la décision finale, mais cette décision prise par la Cour, mais si c'est temporaire, c'est-à-dire que ça vient quand même atténuer un peu la situation socio-économique dans le pays, notamment en matière de transactions financières, et tout ce qui a trait au fonctionnement de l'État, parce qu'il faut comprendre, quand la décision est prise, les liquidités qu'injectait la BCEAO ont totalement diminué. Donc, le pays était à court de liquidités même pour fonctionner. Donc, au moins, c'est une sorte de ouf de soulagement sur un plan donné. Ce n'est pas totalement encore une victoire. Très bien. Oui, Prudence. Pour moi, en fait, est-ce qu'il y a déjà vraiment une solution? Parce que la décision la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, c'est quelle est sa valeur? Est-ce que ça oblige? Est-ce que ce sera mis en fait... non, mais là, c'est encore vous demander quelle est sa valeur, ça veut dire que... Ce sont des... Nous avons de la portée de ces effets... Les effets, nous avons déjà eu des décisions... Ça tient la conférence du chef nous avons déjà eu des décisions de Cour de justice qui n'ont pas été appliquées. Donc, que cette décision-là aussi ne soit pas appliquée, ce ne sera pas, en fait... ce ne sera pas une nouveauté, ce sera bon en fait, ce serait déjà vu. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que la communauté, la CEDEAO maintient les sanctions contre la junte au pouvoir. Maintenant, moi ma question c'est comment on analyse en fait cette situation-là pour continuer par maintenir les sanctions. Parce que quand vous allez au Mali, ou quand vous suivez les Maliens, ils n'ont pas du tout la même perception de la situation que les chefs d'État. J'ai l'impression que les chefs d'État sont en train de défendre un principe. C'est normal, mais il y a une réalité au Mali que les Maliens eux-mêmes vivent. Il y a une réalité que les Maliens, à cause de laquelle les Maliens apprécient l'action de la junte militaire. On ne dit pas que la junte devrait s'éterniser, moi ce n'est pas du tout ce que je voudrais dire, mais que la CEDEAO adopte une démarche plutôt, je dirais, sociologique pour comprendre. C'est juridique, c'est du dirigisme. On veut que, bon, en fait, puisque il n'a pas été élu, le gouvernement ne peut pas faire 5 ans ou plus de 5 ans pendant que d'autres ont été élus et ont fait 4 ans. Pour moi, ce raisonnement-là ne tient pas vraiment la route. Parce que si le Mali, ce n'est pas le premier coup d'État. Ils en ont connu déjà en 2012. Ils ont connu des coups d'État en 2008, je pense en 2012. Mais depuis, on a connu des coups d'État. Qu'est-ce qui fait que ça se répète? Si nous voulons que la situation s'améliore, mais il faut prendre le temps de corriger la situation. Quelqu'un a donné l'exemple de la France. Mais pendant combien de temps on a fait cette transition-là? Pendant combien de temps De Gaulle a fait cette transition avant la République qui est là actuellement? On devrait prendre la situation, non pas à partir des principes juridiques, des principes universels de la démocratie que nous connaissons, mais en partant des réalités sociologiques du Mali, en partant des réalités, je dirais aussi, sécuritaires du Mali, pour pouvoir analyser la situation du Mali et apporter des solutions efficaces à la situation du Mali. Très bien. Oui, Gabin, votre avis? Oui, je salue d'abord ce que je peux appeler le retour de la lucidité, la clairvoyance au niveau de la CEDEAO, parce que c'est vrai que une série de décisions avait été prises contre le Mali après le sommet du 9 janvier, je crois. Et je pense qu'aujourd'hui, ces sanctions, en voulant punir peut-être les autorités, en voulant dénoncer le système qui était mis en place, c'est la population qui, au finish, ont dû faire les frais de ces sanctions dont on est coupé.
je dirais, les dirigeants de la junte. Aujourd'hui, la CEDEAO semble revenir à de meilleurs sentiments, au-delà même de la décision de cette juridiction de l'institution. Je salue quand même le fait que les chefs d'État aient compris aujourd'hui qu'il faille inviter les autorités de la junte pour discuter, s'asseoir. C'est déjà une avancée, parce qu'il ne suffit pas d'évoluer à tête foncée. Entre ce que veut la CEDEAO et ce que veulent les populations maliennes, je pense qu'il y a un fossé. Aujourd'hui, la junte semble visiblement avoir le soutien des populations, du peuple. Donc il faudrait que la CEDEAO aussi soit dans l'optique. Pour combien de temps ça va durer, c'est ça? Bon, ça va se faire. Moi, je pense qu'il faut laisser le peuple malien également. Il faut prendre les décisions en tenant compte. Il y a des principes d'accord, mais il faut prendre les décisions en tenant compte de ce que veulent réellement les populations. Encore que, en dehors de ces coups d'État militaires, il y a ce coup d'État institutionnel. C'est une notion qui est devenue de plus en plus agitée aujourd'hui, où des chefs d'État provoquent des révisions opportunistes des constitutions pour s'éterniser au pouvoir. C'est aussi un aspect à régler. Il faudrait que la CEDEAO également se pense sur ces aspects-là. Je pense que c'est quand ça n'arrange pas qu'on veut jouer au donneur de leçons, tout ça. Donc le Mali, moi je pense que c'est heureux que la CEDEAO ait compris finalement qu'au-delà des décisions qui, entre griffes, sont peut-être suscitées de l'extérieur, je parle avec toutes les précautions que cela requiert, qu'on aille quand même à l'essentiel pour qu'on sache réellement ce que veulent les populations, pour ne pas tomber peut-être dans des analyses un peu biaisées et autres. Très bien, merci à vous. Nous avons moins de 5 minutes pour aborder un dernier sujet avec vous, Prudence. Il s'agit du match Bénin-Libéria qui a eu lieu et celui qui est en cours d'ailleurs, Bénin-Zambie, dans le cadre du tournoi qui se passe de l'autre côté, en même temps journée FIFA de l'autre côté de la Turquie. Je commence par féliciter Moussa Latoungi pour lui qui est l'intérimaire et qui est en train de nous montrer quand même de très bons tableaux. D'abord pour le match contre le Libéria, où on a quand même fait un carton plein, 4 buts. Bon, c'est un score que le Bénin n'arrive pas à faire souvent. Au-delà de ce qu'on peut, en fait, de tout ce qu'on a vu, il faut quand même apprécier la mise en place d'une équipe qui tient, qui essaye de tenir pendant les 90 minutes. Pour moi, c'est ce travail-là de construction de l'équipe que nous devons refaire, parce que bon, nous avons eu quand même une équipe qui a fait son temps jusqu'à la CAN 2019. Maintenant, là, nous avons le devoir de construire une nouvelle équipe pour les échéances à venir, parce que l'équipe a vieilli entre-temps. Et je pense qu'avec les 2 matchs, le match qui est en cours et le match dernier, nous avons reçu du 109. Oui, du 109. Nous avons eu de nouveaux joueurs qui viennent renouveler en fait le dynamisme de l'équipe et bon, ses performances aussi. Très bien. Oui, Donald. Oui, le peuple béninois attend beaucoup de l'équipe nationale parce que surtout après la brillante participation à la CAN Égypte 2019 où le Bénin a réussi à se hisser en quart de finale, les attentes étaient énormes vis-à-vis de l'équipe nationale, mais malheureusement, les échéances qui ont suivi, notamment les éliminatoires de la CAN Cameroun et les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, vraiment les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs parce qu'on espérait beaucoup de l'équipe, mais malheureusement l'équipe a sombré, on a été éliminé, par exemple pour la CAN, on était à la porte de la qualification, mais malheureusement on a été éliminé. Donc beaucoup de personnes reprochaient assez de choses aux sélectionneurs qui étaient là, qui à un moment donné est tombé en disgrâce vis-à-vis des supporters. Alors, on a décidé de se séparer de lui. C'est une très bonne chose de faire confiance à une valeur locale. Moussa Latoungi, ancien joueur de l'équipe nationale qui connaît l'effectif. Oui. Aujourd'hui, Moussa Latoungi essaie d'apporter un peu du sang neuf. Il a fait appel à des jeunes que beaucoup attendaient en équipe nationale, comme le petit Chibozo, le jeune Torsin qui a marqué la dernière fois contre le Libéria. C'est vrai que le Libéria, c'est plus ou moins une équipe qui est à la portée du Bénin, mais quand même on a vu dans le jeu qu'il a apporté du nouveau, de l'attaque qui vit, et ils ont joué vraiment au football
contrairement au système défensif que proposait Michel Dussuyer, alors que nous, on voulait non seulement du résultat, mais du beau football. Parce qu'il faut bâtir une équipe compétitive et c'est ce à quoi Moussa Latondji s'attelle aujourd'hui. C'est des rencontres qui vont permettre aussi aux sélectionneurs de préparer les échéances des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui vont commencer, les éliminatoires qui vont commencer en juin prochain. Donc ça nous permet non seulement de tester de nouveaux joueurs, de roder l'effectif et de voir comment on peut aborder sereinement ces échéances. Très bien, merci. Oui, Gabin, 4-0 déjà, et puis presque, je dirais, le second match, le match qui est en cours aujourd'hui, est presque à sa fin. Je dirais un match nul qui se profile à l'horizon. C'est dit que le nom écureuil n'a rien à voir avec les victoires. Non, ça c'est un faux débat. C'est un faux débat. Un faux débat. C'est un faux débat, ça n'a rien à voir. Tout comme moi, je fais partie de ceux qui estiment que, bon, l'entraîneur veut également faire confiance. Il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent pour recruter un entraîneur de nom. Vous aurez beau inviter un José Mourinho ou le meilleur entraîneur du monde, tant qu'il n'y a pas de qualité au sein de l'équipe, je pense pas qu'on ira pas loin. Bon, Moussa Latondji, je suis heureux qu'il ait commencé, que les choses aient commencé très bien pour lui. Mais moi, je me réserve d'aller trop vite en besogne en lui donnant de bonnes notes. J'attends que véritablement cette équipe l'embrasse. Ce n'est pas la première fois que les écureuils nous ont fait susciter beaucoup d'espoir en nous, qui sont déçus par la suite. Donc moi, je me réserve. Oui, moi, je ne veux pas me lancer très tôt dans cette euphorie-là pour dire que voilà, on a une bonne équipe. Je salue la vision, certes, de l'entraîneur intérimaire d'opérer des réformes au niveau de l'équipe, parce que c'est vrai, on a une équipe vieillissante, on a un truc qui n'est pas, qui vraiment a besoin du sang neuf, et je salue cette vision-là, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Nous souhaitons beaucoup de chance donc à Moussa Latondji et à toute l'équipe des écureuils de l'autre côté de la Tchiki et pour la suite du combat. Mesdames et messieurs, nous sommes venus au thème de cette émission hebdo des éditorialistes de ce dimanche 27 mars. Merci à vous, Gabin Goubilly, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Merci également à vous, Prudence Sakondé, journaliste au magazine La Belle Science. Merci d'être venu. C'est Donald Arrossi, DP de Benetoro, du magazine Benetoro. Merci d'être venu, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.